Jean-Louis, comment je dois dire, vous êtes deux ou t'es tout seul, t'es un ensemble de Jean-Louis là? Parce que c'est complètement dingue ça. Ah ok, ouais bah je comprends. C'est sûr que la vision, l'œil, le sens du visuel, bah, c'est quelque chose de colossal. C'est vraiment des tonnes d'informations. Pour préparer ces vidéos, vraiment, on s'est plongé avec joie dans l'étude du cerveau. C'est notre série du moment pour étudier tout ce qu'il y a derrière le fait de voir, les aires visuelles aussi du cortex. Et bon sang, qu'est-ce que c'est compliqué, mais qu'est-ce que c'est passionnant. Donc aujourd'hui, la vision, le visuel, toujours dans cette optique d'étudier le cortex cérébral, le cerveau, le cognitif également. On aurait pu choisir plein de portes d'entrée, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai à cœur de rendre ça dynamique, didactique, et en suivant l'information, le trajet de l'information, je trouve qu'on retient mieux vraiment tout ce qu'on comprend du cerveau, plutôt que d'étudier aire par aire, plutôt que d'étudier de manière d'abord l'anatomie puis la physiologie. On va suivre les informations, et quoi de mieux comme information que celle de la lumière. Et on va se rendre compte comment fait le corps pour transformer l'énergie de la lumière, transportée par les photons, en énergie électrique, puis en information, puis en émotion. Allez, c'est parti. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous remercier, vous tous qui cliquez sur le bouton rejoindre sous cette vidéo pour soutenir vraiment financièrement cette chaîne en donnant quelques euros par mois. C'est déjà énorme. Merci à tous ceux qui s'engagent dans la masterclass. Masterclass, c'est des rendez-vous privés où vraiment on rentre dans le cœur de ce qui est pour moi la pleine santé. On fait des cas concrets, on se donne des conseils, etc. Et rendez-vous vraiment au mois de novembre. On va passer tout un mois de novembre autour de l'hormèse, du renforcement pour préparer l'arrivée à Noël de ma nouvelle formation antifragile. Donc restez branchés. Donc nous avons notre magnifique œil qui est ici. Alors on va pas refaire le cours de collège autour de l'anatomie, mais on va aller très vite là-dessus. De toute façon, il y a d'autres youtubeurs qui l'ont sans doute déjà bien mieux fait que moi. Tout simplement, la cornée avec cette petite protubérance, puis l'iris de chaque côté, là, vous voyez. L'iris, c'est vraiment la partie colorée de l'œil, celle qui est jolie, celle qu'on aime bien regarder en photo, et qui permet à la pupille, le point noir au centre de votre œil, de se dilater ou de se rétracter, afin de laisser rentrer plus ou moins de soleil. Et puis on a ce cristallin là, cette espèce de lentille de contact à l'intérieur de l'œil qu'on a déjà en nous. La lentille de contact, on s'est juste inspiré de la nature, qui lui va s'aplatir ou bien grossir pour, encore une fois, faire le point et si un objet est loin ou proche, il va pouvoir adapter comme ça l'information, la lumière qui rentre par donc la pupille. Et puis tout ça, cette lumière, elle va être projetée comme est projeté un film sur un écran de cinéma au fond de notre œil sur la rétine. Et là, c'est là où vraiment on va s'éclater au niveau de la physiologie. Parce que donc des photons, donc la lumière, l'énergie lumineuse est transportée par des photons. Les photons arrivent au niveau de la rétine, se collent sur cet écran. Et comment après fait le corps pour transformer cette énergie lumineuse en énergie électrique? En d'autres termes, comment on passe des photons aux électrons? Et bien ça se passe à ce niveau-là. Donc là, on a zoomé la rétine. Et dans une pellicule qui est collée à la rétine, il y a les dendrites, il y a les ramifications, si vous voulez, de ces premières couches de cellules qui sont les cellules ganglionnaires. Alors c'est tous plus ou moins des neurones, dérivés des neurones. Mais alors ces premières cellules ganglionnaires, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent cette information, elles la transmettent donc quand les photons tapent sur la rétine, ce signal-là est transmis aux neurones bipolaires qui sont derrière. Donc on a bien elles font synapse, les cellules ganglionnaires, avec les neurones bipolaires, et les neurones bipolaires font à leur tour synapse avec nos cellules photoréceptrices. Les cellules photoréceptrices, elles sont prises comme dans un ciment
dans la partie pigmentaire, en fait, de la rétine. Et ces cellules photoréceptrices, vous en avez déjà entendu parler, ce sont les cônes et les bâtonnets. Alors les bâtonnets, pourquoi les bâtonnets? Parce qu'ils ont vraiment des formes de bâtons allongés, et les cônes ont le bout vraiment en forme de cône, okay, tout simplement. Ces deux cellules sont extrêmement intéressantes, les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets, c'est ce qui permet la vision périphérique. C'est ce qui permet de voir donc sur les côtés la vision crépusculaire, donc quand il n'y a pas beaucoup de détails, en fait quand il n'y a pas beaucoup de lumière, les bâtonnets s'activent. Là où les cônes, eh ben, retenez que eux, en forme de cône, vous imaginez donc une vision beaucoup plus conique et donc fixée sur un point précis, donc ça permet d'avoir une vision précise. Eux, par contre, réagissent à la lumière vive. Donc nous avons bâtonnets et cônes. Okay, et eux, là, bâtonnets et cônes, nos cellules photoréceptrices, eh ben, je vous ai fait des petites hachures là, en fait, parce que en bout de course, ils ont des espèces de disques. Et ces disques-là, c'est eux qui vont vraiment jouer un rôle au niveau de quelle couleur je donne à l'information photoélectrique qui vient d'arriver. Il y a eu des photons qui sont arrivés, très bien, mais est-ce que c'est du bleu? Est-ce que c'est du rouge? Est-ce que c'est du jaune? Est-ce que c'est du vert? Qu'est-ce que c'est? Comment le cerveau après va interpréter que ce qu'il regarde, ben, c'est vraiment bleu, que mon polo est vraiment bleu? Comment il donne naissance à cette information-là? Ben, c'est grâce à nos cônes et à nos bâtonnets. Et c'est ce qui se passe en bout de chaîne ici. En fait, si on zoome encore une fois, il y a des disques en bout de chaîne, en bout de cône et en bout de bâtonnet, que j'ai représentés ici. Et si on zoome encore dans la membrane de chaque disque, on a une double membrane, comme d'habitude dans les cellules. On a une double membrane. Et à l'intérieur de ces doubles membranes, il y a une molécule qu'on appelle la rhodopsine, qui est régénérée dans l'obscurité. Déjà, ça c'est très important. C'est vraiment dans l'obscurité qu'on va la régénérer. Et la rhodopsine, elle est constituée du rétinal et de l'opsine. Alors l'opsine, c'est cette espèce de ressort qui est à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et le rétinal, c'est cette molécule-là, qui est faite à partir de la vitamine A. Et là, on se rend compte à quel point l'alimentation est importante. Hein, les carences en vitamine A, de trouver les bonnes sources d'aliments bruts, non transformés, qui ont des vraies vitamines à l'intérieur et pas des vitamines transformées, notamment pour régénérer les disques et les pigments en fait, de vos cellules photoréceptrices, de vos cônes et de vos bâtonnets. Donc, faites à partir de la vitamine A dans l'obscurité. Pendant la nuit, par exemple, il y a une dépolarisation et, si vous voulez, notre rétinal a cette forme-ci. Et puis, quand arrive la lumière, pendant le jour par exemple, tout d'un coup, il va y avoir une isomérisation. Ça devient un isomère et le rétinal s'appelle maintenant le tout transrétinal. Alors, vous savez, c'est la forme 6 et la forme trans. Cette forme 6 et cette forme trans des molécules, on la retrouve quand on parle des huiles, des graisses. Et on dit les huiles trans, les huiles industrialisées, hein, les huiles transformées, elles sont mauvaises pour la santé. C'est la même histoire, c'est parce que les chaînes de carbone changent de forme. Elles peuvent changer de forme, ça peut être une façon de devenir un isomère. Et dans ce cas-là, bah, nos enzymes, notre corps, il ne sait plus comment les manipuler. Et donc les huiles trans, les graisses trans, qu'il faut fuir comme la peste, là dans le corps, cette molécule-là, c'est un peu la même histoire, sauf que ce n'est pas mauvais pour nous. Ça passe donc de la forme 6 à la forme trans, et ça libère ces espèces de ressorts. Par une action mécanique, ça va libérer ce ressort. Alors, l'information va être délivrée, donc ça c'est le premier domino de toute une chaîne de réactions dans le corps qui va donner naissance à l'influx électrique. Mais chaque cône et chaque bâtonnet a vraiment des cellules pigmentaires comme celle-ci qui absorbent tel ou tel spectre de la lumière. Absorbe plus le vert, absorbe plus le bleu, etc. Et donc, si celle qui absorbe plus le vert déclenche un signal, déclenche un potentiel d'action, souvenez-vous des vidéos qu'on a fait sur le système nerveux, eh bien, on va comprendre en bout de course, on va y aller en bout de course, on va comprendre en bout de course que, ah, ça c'est du bleu, mon polo est bleu,
ça c'est du vert, etc. Donc ça dépend en fait de cette cellule pigmentaire qui est ici. Et voilà, les disques là vont être régénérés par l'apport de flux sanguin qui charrie la vitamine A notamment, mais aussi tous les nutriments qui sont constitués dans la partie pigmentaire de la rétine. Et c'est comme ça qu'on arrive à, sans arrêt, dégrader des disques, hein, à chaque fois qu'on va avoir une source lumineuse, et la régénérer par la suite. Alors je ne vous ai pas refait tout le schéma de l'information qui circule après. C'est plus ou moins la même chose qu'on retrouve dans le système hormonal et le système nerveux. Alors vous avez des tonnes de vidéos sur Verisme TV autour de ça. Ça passe tout simplement par des membranes qui s'hyperpolarisent. Cette fois-ci, on ne parle pas de dépolarisation. Tout d'un coup, on est hyperpolarisé. Des canaux à calcium se ferment alors qu'ils sont ouverts pendant la nuit. Et après, on fait circuler des messagers comme la protéine G, comme des seconds messagers, qui transportent l'information nerveuse. C'est vraiment, si vous reprenez le système nerveux habituel, celui qu'on a étudié sur Verisme TV, vous comprendrez comment circule cette information-là. C'est toujours une membrane qui soit se dépolarise, soit s'hyperpolarise, c'est-à-dire qu'il y a une différence de voltage et que ça ouvre des canaux, ça fait rentrer le calcium ou bien ça le fait sortir et d'autres ions. Et donc ça transmet en fait un voltage, un signal électrique. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir le premier domino et comment on passait en fait de l'énergie lumineuse à cette énergie nerveuse. En fait, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue, au niveau des cônes et des bâtonnets qui reçoivent les électrons, qui reçoivent les signaux des photons au niveau de la rétine, et arrivent à transmettre ça au niveau de leurs cellules pigmentaires en bout de course, pour après aller du côté du nerf optique. On y arrive enfin. Donc voilà, j'avais noté ça. Hyperpolarisation, c'est un petit peu différent d'habitude. D'habitude, on dépolarise une membrane et ça ouvre les canaux à calcium, entre autres. Là, on hyperpolarise en fait les membranes. Il y a la phototransduction, c'est-à-dire passage des photons aux électrons. Et on part dans notre nerf optique. Et là, un nerf optique, c'est encore une fois passionnant. Je vous l'ai dessiné ici. On a donc nos deux yeux avec la vision totale des deux yeux. Et puis, vous pouvez voir que du fond là, de la rétine, ce nerf optique ici, en bleu, de ce côté-là, côté droit, on a sur le côté latéral deux traits bleus qui restent du même côté et qui vont aller côté occipital, du lobe occipital, du même côté. Par contre, à l'intérieur de cet œil, côté du nez en fait, le trait jaune traverse, va de l'autre côté, il croise et il finit à l'occipital, lobe occipital gauche. Donc c'est inversé. Idem, côté gauche, on a bien les traits bleus qui croisent, et puis les traits jaunes, ils vont au fond. Tout ça pour dire que chaque œil a une partie qui envoie de l'autre côté, de lobe occipital inversé. On a du homolatéral et du controlatéral. Au niveau du croisement, on appelle ça le chiasma optique. Là, quand toutes les fibres se sont réunies, toutes les fibres bleues, on est au niveau du tractus optique. Et puis on voit que ça bifurque un petit peu et ça va s'insérer, il va y avoir synapse, il va y avoir connexion au niveau du noyau prétectal du thalamus. Et ce noyau prétectal, il fait lien avec ces deux petits cercles au-dessus, qui sont en fait une partie de l'hypothalamus, qui est le noyau suprachiasmatique. Et je vous en ai déjà parlé de ce noyau-là, c'est celui qui gère l'horloge interne, l'horloge biologique, qui dit il faut aller dormir, là c'est la nuit, ou il faut se réveiller, c'est le jour, avec la glande pinéale. Donc là, on a le lien entre la lumière, le fait qu'on voit le jour décroître, la nuit tomber, etc., et le fait d'aller dormir, d'avoir sommeil, parce que cette information lumineuse, maintenant transmise par l'information électrique via le nerf optique, a une connexion avec l'hypothalamus, et donc tout le système neuro-endocrinien qui est géré par l'hypothalamus. C'est lui le grand chef, c'est lui le grand Manitou, et là il vient de recevoir l'information qui fait nuit. Donc nos glandes, nos hormones, notre système nerveux doit petit à petit se calmer. On part de notre thalamus et on arrive au cortex
cérébrale aux aires visuelles. Premier Jean-Louis terminé, j'espère que c'est clair. Revenez sur les choses. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire au niveau de la vision? Vous pourrez voir, c'est très intéressant justement de voir que nos bâtonnets permettent de voir sur la périphérie et que c'est l'assemblage en fait des tractus jaune et bleu de ce côté-là, donc c'est-à-dire de ce qui se croise et ce qui ne se croise pas, qui permet d'avoir une vision. Chaque œil voit à 170 degrés. Et les deux assemblés, comme on croise dans certaines fois, ça permet d'aller plus loin. On ajoute l'œil gauche et on ajoute l'œil droit. Et ça nous permet aussi d'avoir les sensations de profondeur, de 3D. Hein. Si quelqu'un perd un œil, la vision d'un œil, il ne peut plus voir en 3 dimensions avec les lunettes par exemple 3D. C'est l'assemblage vraiment de ces deux yeux qui est important pour la reconstitution de l'image en bout de chaîne. Donc on arrive à nos aires visuelles. Les aires visuelles, c'est la naissance de la conscientisation. On va prendre conscience de ce qu'on voit. Donc, Jean-Louis, je t'ouvre et je te transforme en second Jean-Louis. Le premier est toujours pas loin. Si jamais vous voulez que je revienne sur quelque chose, je vous entendrai pas. Mais c'est pas grave, il est là. Il est dans notre cœur. On va te rapprocher un petit peu, mon ami. Voilà, comme ça on sera bien. Alors, les voies visuelles. Donc, nous avons un magnifique sujet, là, qui est de dos, si vous comprenez bien. Les yeux, on les voit plus. Mais on a compris que maintenant, les ramifications arrivent derrière la tête, quoi. Hein. L'information est prise sur le devant. L'information est acheminée derrière le crâne au niveau de l'occiput. Vous vous souvenez de la vidéo sur le développement embryonnaire du cerveau? Je vous avais dit, les yeux, ce sont une partie du cerveau. Vous comprenez maintenant pourquoi. Donc, on arrive aux aires primaires et secondaires. Tout d'abord, ce qui est important de noter, c'est qu'on va avoir deux grandes voies. La voie du ou et la voie du quoi. La voie du ou, on appelle ça la voie dorsale, la voie du quoi, la voie ventrale. Elles naissent, les points de départ sont les mêmes, mais après il va y avoir une bifurcation. Alors ce qui se passe, premièrement, l'information arrive aux aires visuelles primaires, et là c'est vraiment le signal des yeux qui est reçu, brut, tel quel. Puis, on augmente d'un étage, vous voyez les aires visuelles, il y en a la bleue, il y a la verte, il y en a une noire, il y en a une orange aussi, il y en a une deuxième noire, et puis il y en a une bleue. On va de l'ère V1, visuel 1, à l'ère V7. Il y en a 7. Et donc chacune a un rôle. Et comme quand on avait fait le tactile, la somesthésie dans les vidéos précédentes, là, on peut voir qu'il y a des aires qui vont arriver après, servent toujours de repère et un peu de bibliothèque, de registre. On va aller voir ce qu'on a déjà vu par le passé pour voir ce qui correspond. Par exemple, vous avez vu mon polo bleu. L'information lumineuse arrive, aire visuelle 1, puis forme complexe enregistrée, ça veut dire que je vais regarder dans mon registre ce que je connais, dans ma mémoire en fait, ce que j'ai enregistré comme forme complexe. Donc là déjà, le truc du vêtement commence à se dessiner. C'est-à-dire ça, c'est sans doute un vêtement. Là, l'ère 3, V3, analyse des angles et des orientations. Okay. Là, on peut voir que la naissance la voie ventrale du quoi bifurque. On y revient après. L'ère 3A, assemble les informations du mouvement et de la direction. Donc, si l'objet est en mouvement et la compréhension de où va l'objet. Puis, V7, symétrie, la symétrie de l'objet. V5, direction et mouvement, alors sans doute à un niveau plus élevé encore que ce qu'on avait juste avant. Et là, donc la flèche bleue, on voit le trajet. V5, direction en mouvement, on était ici. Et enfin, lobe pariétal, profondeur et position de l'objet. Donc là, vraiment, en bout de chaîne, c'est notre lobe pariétal qui va nous dire si l'objet est plus ou moins loin, si l'objet est plus profondément posé que celui qui est devant. Voilà, on va faire la différenciation. Donc vous voyez que cette information-là, elle arrive tardivement. Puis notre voie ventrale, qu'est-ce qu'elle disait?
eh ben, analyse des angles, des orientations. Après ça, on a perception des couleurs et des formes, orientation et mouvement. Dans la voie 4D, donc qui est orange ici. Et là, on part et on va arriver au gyrus fusiforme. Donc on sort de l'occiput, on sort du lobe occipital et on arrive dans cette zone-là, au niveau du lobe temporal. Et cette zone hachurée en violet, c'est le gyrus fusiforme, c'est la reconnaissance des objets et des visages. Et ça, c'est super intéressant parce que, encore une fois, on va regarder dans une espèce de bibliothèque de tout ce qu'on connaît. Hein, quel objet est-ce que c'est une tasse à café est-ce que c'est un visage que je connais et partir là dans deux directions. Soit on connaît, il y a un rapport émotionnel avec ce qu'on a vu, soit c'est seulement factuel. Alors si c'est émotionnel, on va faire un stop, une étape, dans une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, on la cite souvent dans la naissance de la peur, en fait, de la sensation de peur, de l'émotion de peur. Et après aller dans le lobe frontal, où là il y a vraiment le comportement, l'attitude, les émotions, voilà, tout ce qui est lobe frontal et préfrontal, quoi. Et si c'est factuel, seulement factuel, on saute l'étape de l'amygdale et on va directement dans le lobe frontal. Ce qui veut dire que si vous voyez un visage que vous connaissez, par exemple, vous voyez, je sais pas moi, le visage d'une star de la télé, bon, vous le reconnaissez. C'est factuel. Vous savez que c'est Marilyn Monroe que vous voyez. Bon. Si par contre vous voyez le visage, la photo de votre maman, eh ben là il y a un côté émotionnel. Ça va passer par l'amygdale. Et ça va faire naître une émotion en plus. Donc voilà, vous pouvez voir les deux voies qui naissent à partir du gyrus fusiforme. Donc. Et ben voilà, on a fait tout le trajet, on est parti des yeux, on est allé au fond du cerveau pour aller retourner dans le frontal. Qu'est-ce qu'on retient de ces histoires-là? On retient que toute notre modernité, notre vie moderne, va vraiment à contresens du vivant et de l'évolution qui nous a donné un outil absolument formidable. Si on reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit, l'obscurité, c'est ce qui permet de régénérer nos cônes et nos bâtonnets. Quand je parle d'hormèse, il faut choquer l'organisme, après pour qu'il se repose, pour qu'il se renforce, il faut vraiment, j'insiste toujours sur cette phase d'anabolisme, de reconstruction. J'insiste aussi sur la phase de vascularisation. S'il n'y a pas le sang qui apporte la vitamine A pour resynthétiser, comme on a dit, le rétinal, ça ne marchera pas. Il y a toujours une histoire de respect des cycles circadiens, respect du mouvement. Vraiment, cette histoire de mouvement est partout. Mouvement du sang, mouvement du corps, mouvement des yeux. On a vu à quel point on a une vision qui est faite avec des bâtonnets, avec la capacité de voir dans la pénombre, le crépuscule. Donc il faut travailler les visions périphériques. Il faut s'amuser, c'est pour ça qu'en posturologie, on fait ce test où on met un doigt devant nous et sans bouger la tête, on va essayer de suivre le doigt du regard sans bouger la tête. Parce que ça fait travailler l'entièreté de votre cerveau. Il y a 70% des récepteurs sensoriels du corps qui sont dans les yeux. 70% des récepteurs sensoriels du corps sont dans les yeux. On a tout un panel de fonctionnalités dans les yeux qui sont capables, et dans le cerveau, qui sont capables de rassembler les informations au niveau du mouvement, de la direction d'un objet, de la profondeur de champ, etc. Et on s'assoit dessus. C'est-à-dire que de nos jours, on passe notre temps sur un smartphone ou un écran d'ordinateur. C'est un point fixe, donc fixe, bâtonné. C'est une luminosité qui ne change pas, une luminosité naturelle, donc c'est un écran, lumière, en plus lumière bleue la plupart du temps, donc éclairage fixe. Il n'y a pas de motricité, il n'y a pas d'oculomotricité qui est, elle est gérée par le mésencéphale avant tout. Donc au niveau des muscles des yeux, si vous voulez, je vous mettrai une incrustation, mais au niveau des muscles des yeux, on a vraiment une capacité de faire pivoter l'œil dans tous les sens et qu'il aille voir à gauche et à droite. Ça, on ne le travaille plus. Donc au bout d'un moment, on met des lunettes parce qu'on ne travaille plus la vision périphérique. Il y a plus d'adaptation qui permet dans la nature de voir les arbres bouger, les branches bouger, un animal bouger, un fruit d'une certaine couleur. On ne demande plus autant d'adaptation au corps, mais il y a une loi en physiologie qui dit
Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Si on n'utilise plus notre iris pour contracter ou dilater la pupille selon le changement de lumière, ce que tu n'utilises pas, tu le perds, on va avoir des problèmes au niveau de la gestion de la luminosité. Si on passe notre temps avec des lunettes de soleil, idem, on ne se sert plus de certains muscles. Si vous ne servez plus de votre biceps, vous savez très bien que vous n'allez pas devenir Schwarzenegger. Hein, vous n'allez pas prendre de la masse musculaire. Il faut entraîner une partie de l'organe, le mettre sur stimulation, puis le mettre sous repos pour qu'il s'améliore, pour au moins le préserver. Mais il n'y a jamais de préservation dans la nature, c'est soit ça régresse, soit ça augmente, mais c'est sans cesse. On revient sur le concept d'homéorésie et d'hormèse, mais c'est exactement ça. Donc, quand vous dormez, obscurité complète, totale. Pas de réverbère qui éclaire à moitié la chambre, non. Même les étoiles, la lumière des étoiles fait dégrader les pigments des photorécepteurs. C'est-à-dire, il faudrait vraiment, comme disait Charles Poliquin, dormir dans la Batcave, la cave de Batman, dans la nuit totale. Être exposé à la lumière naturelle, voir le soleil bouger, voir les ombres sous les arbres, passer de l'obscurité à la lumière pour que le corps fasse l'ajustement entre les bâtonnets et les cônes, du mouvement pour l'oculomotricité, pour la gestion de la vision périphérique avec les bâtonnets, pour l'activation de toutes les aires du cerveau, pas seulement une seule. Parce que le mouvement qu'il y a dans votre écran de smartphone, c'est pas le mouvement d'une balle de tennis. Jouez au tennis, faites du jeu. C'est pour ça que j'ai écrit jeu, mais le jeu, ça rajoute en plus le facteur de l'imprévisibilité, le hasard. On ne sait pas ce que va faire l'adversaire quand il joue avec nous. Et ça, c'est extrêmement important de s'adapter comme ça. Et puis le silence, évidemment, parce que c'est pour faire un lien avec les autres sens qui vont arriver juste après. On va parler de l'audition, mais ils sont liés. Ils allument aussi les aires du cerveau. Donc dormir dans un silence complet, ne pas avoir de bruit sans arrêt, c'est essentiel. Donc on voit bien, on comprend bien que nos habitudes modernes sont quand même très très loin. Il y a la sédentarité qui nous tue, mais la sédentarité visuelle aussi, c'est-à-dire plus d'efforts au niveau des yeux. Alors comme je vous ai dit, c'est 70% des récepteurs sensoriels du corps et ça allume plus ou moins tout le cerveau comme on vient de le voir, c'est-à-dire tout l'occiput, le pariétal, le temporal et le frontal. Il faut qu'on prenne soin de ces magnifiques organes que sont les yeux, donc travaillez-les vraiment. Et je peux que vous recommander de pratiquer des exercices de posturologie comme j'essaye de vous les transmettre dans mes formations, sur ces vidéos, dans les interviews avec Matt Boulet. Voilà, donc merci pour cette vidéo. Merci mon Jean-Louis, merci mes Jean-Louis. On s'est éclaté à faire cette vidéo sur la vue. Je vous donne rendez-vous évidemment dans une prochaine vidéo pour parler encore une fois de notre cerveau, toujours par la porte du sensoriel, des sens. Et en attendant, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à Verisme TV, partagez et surtout n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.